l'hôpital Cochin et qui va nous parler d'un chapitre qui, nous, chirurgiens, nous concerne au plus haut point, que sont les relations entre le chirurgien et l'anatomopathologiste et ce que chacun attend de l'autre. Donc c'est à toi. Bon, tout d'abord, bonjour et merci beaucoup aux organisateurs de me donner l'opportunité de faire ce topo sur ce qu'attend l'anatomopathologiste du chirurgien. Alors j'ai vu dans le programme qu'il n'y avait pas le topo contradictoire, comme c'est généralement le cas habituellement. Et le topo contradictoire, ça aurait été celui de ce que le chirurgien attend du pathologiste. Alors je me suis permis de rajouter cette information. J'ai fait qu'une seule dia là-dessus, alors que j'en ai 94 sur le reste. Mais j'imagine que ce que vous attendez de nous, c'est un diagnostic exact, complet, assez rapide et qui permet au final une prise en charge thérapeutique optimale des patients. Avant de commencer, je voudrais déjà essayer de vous faire oublier quelques stéréotypes erronés sur les pathologistes. On n'est pas une discipline de biologie, j'espère qu'il n'y a pas de biologistes dans la salle, on n'est pas des presse-boutons, et en fait on est une discipline médicale. Moi j'ai fait un internat de médecine, et dont le but c'est en fait d'intégrer un ensemble de données cliniques, radiologiques, vos constatations opératoires, des données macroscopiques et microscopiques pour aboutir à un diagnostic. Deuxième stéréotype, nous n'avons pas de boule de cristal à côté de notre microscope, malheureusement, souvent. Et finalement, on ne peut pas deviner ce que vous ne nous dites pas. Donc pour aboutir à un bon diagnostic, on a besoin d'informations. Et troisième stéréotype, nous ne sommes pas des dieux omniscients. Nous ne sommes pas comme sur cette effigie Asclépios ou Esculape. Et on peut se tromper tout court, ça arrive. Et aussi, on peut se tromper parce qu'on n'a pas eu les renseignements adéquats au moment de faire notre diagnostic. Donc, la qualité de notre diagnostic, ce qui est important, et aussi le délai de rendu des résultats, est directement proportionnel à la quantité des informations qu'on va avoir en amont, dans l'idéal, et parfois en aval. C'est très facile dans les hôpitaux où on a un dossier informatisé partagé. C'est beaucoup plus difficile quand vous travaillez avec des labos privés ou quand il n'y a pas de ce dossier partagé. Donc, le plus simple, c'est de téléphoner, d'écrire, d'envoyer des mails, d'appeler, ce que vous voulez. Autrement, vous avez un outil de communication formidable, qui est la feuille jaune à l'assistance publique, qui peut être d'autres couleurs dans d'autres endroits, mais que le bon de demande en anapath. Et ici, vous avez plusieurs parties qui sont importantes. D'abord, ce que vous nous envoyez. Vous pouvez faire des petits schémas, c'est pas grave, on ne vous note pas, on n'est pas dans un cours d'art plastique, même s'il n'est pas très beau, c'est pas grave, on arrive à comprendre. Et surtout, cette case-là, où vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, notamment, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est les renseignements cliniques, les constatations radiologiques, vos hypothèses, et si vous avez des questions spécifiques. Donc, remplissez bien tout ce cadre-là, qui concerne toutes les informations qui pourraient nous aider, nous, à faire un diagnostic correct. Un premier exemple, une biopsie gastrique qu'on reçoit fin octobre, et on a comme renseignement sur la feuille jaune, biopsie gastrique, aspect endoscopique normal, notion de carcinome à cellules indépendantes sur des biopsies antérieures. Et on rend rapidement un diagnostic de carcinome à cellules indépendantes intramuqueux. Après, on reçoit secondairement des renseignements, notamment le fait que cette patiente avait un antécédent de cancer du sein en 2014 avec des métastases osseuses. On retourne sur notre diagnostic et le diagnostic final est franchement différent puisque c'est celui d'une métastase d'un carcinome lobulaire du sein avec un retard diagnostique d'1 mois. Donc franchement, ça c'est pas un cas fictif, hein, c'est une situation qui existe vraiment, que j'ai prise dans nos archives. Donc la notion d'avoir l'antécédent de cancer du sein, ça fait une dizaine de lettres en plus à rajouter sur le bon de demande. Ça nous permet de faire un bon diagnostic. Un autre exemple, une patiente qui a une carcinose péritonéale, il y a des biopsies chirurgicales qui sont faites, et on répond, au bout de 10 jours, après 12 immunohistochimies, localisation d'un carcinome séreux de haut grade d'origine annexielle péritonéale ou endométriale, mais il n'y a plus de matériel pour le génotypage somatique de BRCA1 et 2, alors que c'est quelque chose d'important à faire pour la prise en charge thérapeutique ultérieure.
En revanche, si on avait eu en plus gros ovaires à l'imagerie sur le document, sur le bon de demande, on aurait abouti en gros au même diagnostic, mais avec un délai beaucoup plus court, en utilisant beaucoup moins d'immunohistochimie et surtout avec du matériel encore disponible pour faire le génotypage BRCA1 et 2. Donc les informations sont très importantes. Deuxième point important, c'est l'orientation des pièces. Contrairement à notre nom, un anatomopathologiste est un très mauvais anatomiste. On n'est pas comme vous, malheureusement. Et on a parfois du mal à repérer toutes les structures et à correctement orienter les pièces. En revanche, l'orientation des pièces est souvent importante pour avoir l'état des limites, la mesure des marges, la latéralisation, l'envahissement de certaines structures anatomiques, etc. Donc, pour qu'on fasse correctement l'orientation des pièces et répondre à ces questions, il faut nous aider en mettant quelques indices comme des fils, en évitant les nœuds trop serrés ou trop lâches qui peuvent se défaire ou alors arracher la pièce, ou en ancrant, il y a certains endroits où au bloc opératoire, on peut ancrer la pièce directement, soit avec de l'encre de Chine ou de l'encre de tatoueur. Et surtout, éviter les coups de bistouri de curiosité, parce que ça abîme la pièce, et parfois on a du mal à savoir si c'était intègre ou pas, si la rupture d'un kyste était péropératoire ou post-opératoire ou préopératoire. Premier exemple, un exemple tout simple, une petite conisation orientée avec un fil à midi en un seul morceau, sans trait de refend, et on a pu faire une macroscopie des prélèvements garantissant une bonne orientation topographique, et à la fin, on a pu mesurer la marge exocervicale, la profondeur d'infiltration du chorion de façon très simple. En revanche, voici deux autres conisations où on aurait beaucoup plus de mal à faire ce travail. Ici, on a un cratère avec plusieurs fils dedans, donc lequel est à midi, je ne sais pas. Et ici, ça partait d'une bonne intention. C'était une conisation en plusieurs morceaux. Le chirurgien a essayé de reconstituer la pièce avec des fils, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces marges-là? Généralement, on connaît 2-3 petits signes qui nous permettent d'orienter, par exemple, une pièce d'hystérectomie. Ici, vous avez la face postérieure d'un utérus qu'on reconnaît parce que le péritoine descend beaucoup plus bas en postérieur qu'en antérieur. C'est le cul-de-sac de Douglas. Et parce que les ovaires sont en arrière des trompes. Parfois, on a plus de mal, notamment des utérus déformés par des myomes ou par la tumeur. Et ce qui est classique de faire, c'est une croix sur la face antérieure avec votre bistouri. Quand on n'a pas de ces petits indices anatomiques, ce qui est utile, c'est de mettre des fils. Alors, pour être sûr qu'on puisse l'orienter, l'idéal, c'est de mettre 3 fils dans les 3 directions de l'espace avec la règle du trièdre. Rappelez-vous les spins quand on apprenait la biophysique de l'IRM. Ben, c'est exactement la même chose. En orientant dans les 3 directions de l'espace, vous êtes sûr qu'on arrivera, nous, à orienter ex vivo la pièce opératoire. Toujours par rapport à la position anatomique de référence et en évitant les fils moyens, parce qu'on ne sait pas un fil moyen par rapport à un fil long, un fil court. Et ici, un exemple de tumorectomie mammaire. Il n'y avait que 2 directions de l'espace qui étaient orientées, mais j'avais la notion de la latéralité, donc j'ai pu orienter correctement la pièce. Alors, comment nous transmettre ces pièces? Alors, si vous êtes dans un bloc opératoire appartenant à un établissement qui a un service d'anapathe sur place, l'idéal, c'est de l'envoyer à l'état frais par un coursier et dans un délai raisonnable, inférieur à 30 minutes, qui inclut la pause cigarette du coursier. Et le but de le transmettre à l'état frais, c'est qu'on puisse congeler un morceau de la tumeur à visée recherche ou à visée diagnostic, mais de moins en moins. Autrement, si vous n'avez pas la possibilité de transmettre rapidement à l'état frais, le mieux, c'est de fixer immédiatement dans du formol tamponné. Cependant, ce n'est pas parce que c'est dans le formol que ça va bien fixer. Le formol, ça a une vitesse de pénétration dans les tissus d'1 millimètre par heure. Donc imaginez un gros lobe hépatique, si vous le laissez dans le formol pendant le week-end, ben, il aura pénétré de quelques centimètres, mais il ne sera pas arrivé au milieu de la pièce qui pourra être complètement autolysé. La même chose pour les organes creux, comme le côlon, l'estomac.
il faudra une ouverture de la pièce pour permettre une fixation à l'intérieur du prélèvement. Donc, ce n'est pas parce que c'est dans le formol qu'il ne faut pas transmettre quand même assez rapidement au service d'Anapat qui va pouvoir trancher ou ouvrir la pièce pour finir la fixation correcte du prélèvement. Alors, il y a quelques règles de la fixation. Il faut toujours fixer en formol tamponné, dans rien d'autre que du formol tamponné, et il faut beaucoup de formol. Il en faut au moins 6 à 10 fois plus que le volume du prélèvement. De fait, dans un contenant adapté, vous ne pouvez pas faire rentrer une colectomie totale dans un petit pot. Il faut un gros seau. Et il faut les transmettre rapidement à l'Anapat pour qu'ils puissent les ouvrir si c'est un organe creux, ou les trancher si c'est un organe plein. Si ce n'est pas possible, si c'est vendredi soir et que la pièce ne partira que mardi, vous avez le droit d'ouvrir un côlon sur le bord anti-mésocolique habituellement, ou de couper en deux une grosse tumeur pour qu'elle puisse bien fixer à l'intérieur. Une bonne fixation, c'est pour nous une bonne morphologie, des techniques complémentaires qui vont bien marcher et au final un bon diagnostic. Alors vous avez le droit d'avoir des demandes spécifiques et n'hésitez pas à les inscrire sur le bon de commande. Par exemple, vous avez besoin d'une photo macroscopique. Dans les services d'Anapat, généralement, il y a un banc photo de bonne qualité qui nous permet de faire des belles photos. Donc si vous avez besoin d'une photo pour un enseignement ou aussi parce qu'il y a une visée, une portée médico-légale dans la prise en charge du patient, on peut faire des photos macroscopiques, mais on ne les fait pas systématiquement. Donc si vous ne nous le dites pas, on ne le fera pas. Si vous voulez qu'on prélève certaines structures ou certaines limites dont vous n'êtes pas sûr de façon très spécifique, marquez-le. Et si vous avez besoin de biologie moléculaire d'emblée, parce que c'est un patient de stade 4, marquez-le aussi, comme ça on lance directement les analyses sans perdre de temps. Voici un exemple, c'était une splénopancréatectomie gauche pour cancer, une pièce après chimiothérapie néoadjuvante. Et le chirurgien s'interrogeait sur l'envahissement du tronc cœliaque qui était présent à l'imagerie. Donc on a reçu ici une pièce, vous avez la rate ici un morceau de pancréas, et heureusement qu'il nous avait repéré le tronc cœliaque, parce que nous, on ne sait pas bien le faire, et on a pu faire de fait des prélèvements sur le tronc cœliaque qui étaient engainés dans un tissu fibreux. On a fait beaucoup de prélèvements à cet endroit puisque c'était spécifié, et on a pu dire que c'était que de la fibrose sans cellules tumorales, donc on avait cette notion que la recoupe de ce tronc cœliaque était saine. Il arrive parfois qu'il y ait des discordances anatomo-cliniques. Par exemple, vous faites une lobectomie pulmonaire pour des métastases d'un cancer du côlon. Vous aviez 3 nodules au scanner, et nous, sur notre compte-rendu au Anapat, on vous dit qu'il n'y en avait que 2. Par exemple, un autre exemple, vous aviez une lésion hyperfixante au PET scan, mais on n'a pas trouvé de lésion significative en Anapat. Ou alors on vous répond tumeur bénigne, mais vous avez un patient qui a une grande altération de l'état général et une lésion très suspecte et envahissante à l'imagerie. Donc dans ces cas-là, vous avez le droit de revenir vers nous, vous devez même revenir vers nous et nous dire probablement, cher ami, que tu t'es trompé, mais il faut nous le dire rapidement, parce que les pièces opératoires, on va faire quelques prélèvements dessus, et tout le reste va être jeté au bout de 2 semaines, 3 semaines, ça dépend des endroits. Donc si vous nous dites ça 4 semaines après, on ne pourra pas revenir rechercher le 3e nodule qu'on avait loupé, etc. Donc, dites-nous rapidement, à réception du compte-rendu, s'il y a quelque chose qui vous semble discordant. Alors, à l'heure des thérapeutiques ciblées et des essais cliniques, on est de plus en plus face à un problème assez récurrent. Il y a une augmentation constante des approches thérapeutiques néoadjuvantes où la tumeur va fondre rapidement. Il y a de plus en plus de thérapeutiques ciblées qui nécessitent des techniques complémentaires, des biomarqueurs immuno, fiches ou de biologie moléculaire. Et de plus en plus, dans les essais cliniques, pour inclure un patient, ils nous demandent un bloc ou des lames blanches pour faire une analyse centralisée d'un biomarqueur ou des études ancillaires adossées. Mais les prélèvements tumoraux sont souvent de petite taille, notamment sur des biopsies pré-traitement néoadjuvant. Par exemple, les biopsies péritonéales d'une carcinose, et dans le cancer du col à un stade avancé, généralement, la biopsie
du col initial, ça sera le seul prélèvement tumoral de la patiente au cours de toute sa carrière avec la maladie. Donc, ce matériel, il est précieux, et pour qu'on puisse faire tous ces biomarqueurs et toutes ces techniques complémentaires, en plus de notre diagnostic ANAPAT, on a besoin des matériels assez conséquents. Donc, on a besoin de biopsies multiples et de grande taille. Multiples, quand vous en faites plusieurs, mettez-les dans des flacons séparés. Comme ça, nous, on est obligé de les inclure dans des blocs séparés. Si c'est dans le même pot, généralement, on ne fait qu'un seul bloc. Si c'est des pots séparés, on fait plusieurs blocs. Donc, pour multiplier le nombre de blocs, il faut mettre dans des flacons séparés. Il faut fixer immédiatement et il faut éviter les artefacts d'électrocoagulation, en évitant de passer trop près des lésions et préférer les régimes électriques en section pure. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Des gros morceaux dans 1 ml de formol. Le formol, vous pouvez en mettre jusqu'en haut, hein, ça ne coûte pas cher. Et les biopsies de trop petite taille, sur lesquelles on ne pourra pas faire grand-chose de plus que le diagnostic. De plus, toutes les biopsies que vous allez faire ne seront pas toutes contributives, puisque certaines lésions sont très nécrotiques, avec peu de cellules viables, et présenter des artefacts d'électrocoagulation qui empêchent toute technique complémentaire. Et aussi, en post-thérapeutique, souvent, il y a une fonte massive des tumeurs, avec un infiltrat inflammatoire dense, et pour la biologie moléculaire, ça diminue de façon très importante la cellularité tumorale, et ça empêche parfois de faire des analyses fiables. Pour finir, je suis dans les temps, je pense, oui. Parfait. C'est peut-être la diapo la plus désagréable pour vous. Et il faut parfois écouter ce que vous conseille votre anapathe, surtout si vous le faites de façon récurrente. J'ai eu la semaine dernière un cas communiqué d'un autre anapathe pour avis, c'était une conisation, et je voyais des lésions d'adénocarcinome in situ. En revanche, la pièce avait été transmise sectionnée par le chirurgien, l'inclusion avait été mal faite en conséquence, et avec un mauvais respect de la disposition topographique et anatomique des lésions, et il y avait de plus d'énormes artefacts d'électrocoagulation. Et pour cet adénocarcinome, il était impossible de préciser si c'était in situ ou infiltrant, et des marges, il y en avait plein d'atteintes, mais impossible de préciser lesquelles, tellement la pièce était modifiée. Et dans la demande qui avait été faite par l'ANAPAT, je vous ai fait un copier-coller hein, pour dire que c'est la vraie vie, elle me précisait qu'il y avait des artefacts dus au mode de prélèvement, gênant l'interprétation, et pièces régulièrement ouvertes, malgré les demandes itératives faites aux cliniciens de modifier sa pratique. Donc si votre ANAPAT dit à chaque fois que vous me faites des biopsies péritonéales, il y a trop d'artefacts d'électrocoagulation, vous passez trop près des lésions et j'arrive pas à faire mon diagnostic, la prochaine fois, passez un peu plus large. Donc en conclusion, j'espère que vous avez compris, l'important c'est le dialogue entre l'anapathe et le chirurgien, on n'est pas méchant. Parfois on ne parle pas exactement le même langage, mais on arrive à se comprendre. Et ce qu'il faut éviter, c'est les dialogues de sourds, chacun étant dans sa tour d'ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions concernant l'anapathe? Moi, ce que j'ai retenu, c'est que vous devez connaître le dossier du patient. Oui. C'est très important. Ah oui, c'est Pour la petite feuille jaune, il n'y a pas beaucoup de place pour écrire le dossier du patient. Oui. Donc, il faut l'informatiser. C'est sûr. Pas de souci de ce côté-là. La question, c'est les ganglions. Oui. Qui est-ce qui les prélève, le chirurgien ou vous? Parce qu'il y a toujours le problème du nombre de ganglions. Ah. Est-ce que ça continue, ça? Le chirurgien fait un curage. Nous, on reçoit une pièce de curage dans laquelle on doit prélever tous les ganglions. Donc, c'est toi qui comptes les ganglions? C'est nous qui comptons les ganglions et normalement, on doit tous les prélever. Ça prend du temps. C'est ce qui prend le plus de temps en macroscopie, c'est d'identifier les ganglions et de les prélever. Après, sur un rectum post-radiochimio néoadjuvante, parfois il arrive qu'il n'y en ait que 3 ganglions, malgré un soin particulièrement attentif lors de la macroscopie. Il n'y en a pas 12, il n'y en avait que 3, mais c'est comme ça. Hein. C'est l'amour propre du chirurgien qui s'attache au nombre de ganglions. Ah non, mais c'est plus dépendant du patient que du chirurgien. Il faut discuter. Non, parce qu'à une époque, je me souviens, s'il y avait
moins de 7 ganglions, on faisait de la chimio. Ah oui. Et s'il y en avait plus négatifs, on ne faisait pas de chimio. Donc à un ganglion près, la malade n'avait pas le même traitement. Les curages pelviens, généralement, il y a des ganglions en involution adipeuse qui sont volumineux mais complètement en involution adipeuse, et il n'y en a qu'un seul. Et, alors que la pièce était grosse, mais c'est lié au patient, c'est pas lié au chirurgien. Parce qu'il y a plusieurs moyens pour fixer, pour voir les ganglions. Soit vous fixez la pièce et vous la coupez, vous les cherchez, Oui. soit vous les disséquez avant de fixer la pièce. Ce qui est fait habituellement, c'est on fixe d'abord, maintenant, et après fixation, enfin l'intérêt de la fixation, c'est que ça va durcir un peu Ouais. les ganglions. Donc quand on va faire notre curage, on va céder de la vue parce que les ganglions sont blancs par rapport au gras qui est plutôt jaune, et on va aussi céder de la palpation parce que les ganglions sont plus durs que les lobules adipeux. Donc l'intérêt de la fixation, c'est d'avoir ce double contrôle visuel et de palpation. Après, on peut toujours, si on en a vraiment très peu, surfixer dans du liquide de bois, ce qu'on évite quand même, qui permet parfois de mieux voir certains petits ganglions qu'on aurait loupés. Merci.